histoire d'amour avec le PSG commence avec une paire de fesses. Celle de Francis Borelli, emblématique président du club, embrassant la pelouse du Parc des Princes un soir de 1982. Le soir de la première victoire en Coupe de France du Paris Saint-Germain. Depuis, moi, le supporter, j'ai toujours été fidèle, dans les triomphes comme les défaites, admirant tous ces visages et ces exploits qui peuplent les albums de ma jeunesse. Et durant toutes ces années, je me suis demandé d'où venait l'âme de mon club adoré. Pourquoi était-il si singulier, si différent des autres? J'ai cherché et j'ai trouvé. Tout tient à ses premières années. Car la création du PSG, c'est en accéléré un mariage, un divorce, un drame, des coups de poignard, une descente aux enfers et une renaissance. Tout cela en moins de 4 ans. Avouez que cela forge une âme. Tout le PSG d'aujourd'hui est là, dans ses 4 premières années. Club aristo et populo à la fois, bourgeois et prolo, adulé ou détesté, club capital et pourtant toujours en manque de reconnaissance. Tout s'explique par ses premiers temps chaotiques, mais à bien des égards héroïques, ceux d'un club qui a bien failli ne pas exister et qui, près d'un demi-siècle plus tard, doit encore, et plus que tout autre, toujours tout prouver. La création du PSG, c'est d'abord une décision politique. Et ça, c'est déjà hors norme. À l'aube des années 70, Paris est un vaste chantier. La capitale se modernise. La mairie a notamment entamé la reconstruction du Parc des Princes, détruit pour laisser passer le périphérique. Son ambition, faire du nouveau stade l'un des plus modernes d'Europe. Sa seule exigence, y voir jouer une grande équipe de football. Ce n'est pas si simple. La capitale n'a alors pas de club digne de ce nom. À l'époque, les équipes qui dominent le championnat sont en province, Marseille, Saint-Étienne. Pire, toutes les grandes villes d'Europe, Madrid, Milan, Londres, comptent chacune plusieurs équipes au plus haut niveau. Cette situation exaspère la Fédération française de football et en premier lieu son président, Jacques Georges. Nous estimons que la capitale de la France, qui est sans doute la seule en Europe à ne pas avoir de club professionnel, eh bien, il faut y remédier le plus rapidement possible. L'État, la mairie, la fédération tombent vite d'accord. La décision de créer ex nihilo un nouveau club de foot parisien est prise début 1969. À l'époque, Jacques Ferrand travaille au quotidien L'Équipe. Il est l'un des journalistes sportifs les plus influents du moment. Aujourd'hui, il a 96 ans et se souvient parfaitement de ce projet de grand club. C'est alors que se dessina, dans quelques cerveaux inspirés, le projet d'inventer un nouveau club qui ne s'appuierait pas prioritairement ni sur des installations, ni sur des richesses, ni même sur des dirigeants, mais sur une adhésion, sur une population, sur un élan. Un élan populaire. Le terme n'est pas anodin. La Fédération de football et la mairie de Paris ont en effet besoin de légitimer rapidement la décision politique qu'elles viennent de prendre. Il leur faut donner de la chair à ce qui n'est pour l'instant qu'un choix administratif.
La FFF va avoir une idée audacieuse, en appeler directement au peuple en organisant un référendum. C'est la mode en 1969. Vous savez, cette consultation sera matérialisée par un petit bout de papier et qui portera deux questions. Voulez-vous un club de football professionnel? Nous nous sommes permis de répondre et nous avons mis oui. Et une deuxième question, quel nom voulez-vous qu'il porte? Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui. Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne, tout ça. Pour les rencontres à Paris, ce sera bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. Oui, mais enfin, le football français est en si piteux état que je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut remanier un petit peu tout ça. Bah, écoutez, je suis pas contente parce qu'ils ont démoli le Parc des Princes. Ah bon? Eh ben alors, ça, je suis en rage. Moi, j'aime beaucoup le rugby, mais malheureusement, les Canberra-Béraud. Non, mais je vous parle Le football. Oui, du football. Ben oui, moi, j'aime bien cette animation, moi, j'aime bien ça. Lancée en février 1969, cette consultation populaire va recueillir plus de 60 000 réponses favorables. Les habitants veulent un grand club pour Paris et lui ont même choisi un nom, le Paris Football Club. Désormais, il faut construire ce club. Pour mener à bien le projet, Jacques Georges va donc constituer une petite équipe ultra qualifiée, un commando. Il est présidé par Pierre-Étienne Guyot, un riche industriel et surtout président des fédérations de tir et de golf, un fin connaisseur du monde sportif. Autour de lui, Fernand Sastre, vice-président de la fédération, homme clé du foot français. Guy Cressan, un entrepreneur hyperactif, PDG de la société de transport Calberson. Il apporte les réseaux économiques. Enfin, deux journalistes de poids, Jacques Godet, le fondateur du quotidien L'Équipe, et Jacques Ferrand, spécialiste du football européen. Le comité se met immédiatement au travail. Dès leur première réunion, un souci apparaît. Même adoubé par les Parisiens, le nouveau club de football n'a pour l'instant aucune existence. Juste un nom. Vu ses ambitions, il lui faut davantage. Il lui faut une âme. Voilà ce que Pierre-Étienne Guyot et son comité cherchent à lui donner. Mais comment faire? La solution va leur être soufflée lors d'un déjeuner, en avril 1969, par l'une des figures les plus emblématiques du football européen. Un invité exceptionnel que Jacques Ferrand, 47 ans plus tard, est encore ému de présenter. Santiago Bernabéu, président mythique du club devenu le premier du monde, le Real Madrid. Si Jacques Ferrand se tourne vers Santiago Bernabéu pour lui demander de l'aide, c'est parce qu'il sait que l'Espagnol ne peut rien lui refuser. En effet, Ferrand a participé en 1955 à la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions aujourd'hui, initiée par le journal L'Équipe. Le Real Madrid a remporté les 5 premières éditions. Des liens d'amitié unissent les deux hommes et Bernabéu va se mettre au service du comité. Je revois encore cet homme massif, à la fois adorable et sévère, démonter pour nous le système espagnol des socios, qui, résumait-on, permettait à chacun des 100 000 propriétaires du Real de détenir un cheveu de Di Stefano. Il nous le donna en exemple, ce système, et conclut: ne comptez que sur vous et sur l'amour des Parisiens. Ils sont les seuls à pouvoir surmonter tous les obstacles qui ne manqueront pas de survenir. Commencez au plus bas, comme nous l'avons fait nous-mêmes au Real. Un jour, peut-être, nous retrouverons-nous face à face, tout en haut. Comment se pourrait-il, m'étais-je dit ce jour-là, que ce club, encore chimérique, mais adoubé par le grand Real,
ne parviennent pas un jour à exploser. L'idée est désormais actée. À l'image de ce qui se fait en Espagne, le nouveau club parisien va proposer à ses futurs supporters de devenir des socios, des associés, sorte d'actionnaires du club. C'est le moyen de créer rapidement un public fidèle et engagé. La cotisation est fixée à 25 francs, ce qui ferait 25 € aujourd'hui. Et c'est quelques mois plus tard, par un beau dimanche, que nous avons tous ensemble procédé au grand départ. Le grand départ, c'est une opération d'adhésion massive fixée le 1er février 1970. C'est surtout l'une des premières opérations de communication moderne jamais menées. Tout est minutieusement prévu, comme le montre ce document de l'époque. Des bulletins, bien sûr, mais aussi des vignettes, des points de rendez-vous. Tout, des camions de la société Calberson jusqu'au rouleau de scotch pour coller les affiches. Et évidemment, le comité a mobilisé ses soutiens dans les médias. Les quotidiens L'Équipe et France Soir, mais surtout une grande radio, Europe numéro 1, comme l'on dit alors. La station a mis sur pied une matinée spéciale pour demander aux auditeurs de s'inscrire au Paris Football Club. Un événement animé par la vedette de l'époque, Pierre Bellemare. Et l'opération Pierre Bellemare, c'est Guy Cresson qui l'avait monté lui-même avec les gens d'Europe 1. Et c'est ensuite Pierre Bellemare qui a fait tout ce travail, en définitive. Pas tout seul, bien sûr, mais enfin, c'était lui la cheville ouvrière, disons, de cette opération. Pendant 4 heures, en studio, Pierre Bellemare, entouré de la direction du club, mais aussi de Roger Piantoni et Jacques Ferrand, donne de la voix pour inciter les Parisiens à s'associer. De nombreuses vedettes se prêtent également au jeu, à l'image de Mireille Mathieu, ou encore Eddie Mitchell, qui réalise même des interventions en direct. Bref, tout le monde s'y met. Même sans le vouloir, le spécialiste météo de la station. Il se trouve que cette journée, Paris était sous des trompes d'eau. Il a plu toute la journée. C'est important pour la suite. À 10h05, le technicien vient voir Pierre Bellemare dans la période de off et lui dit « c'est une catastrophe. La personne qui donne le bulletin météo toutes les heures a dit à 10h-5 à nos auditeurs « restez bien au chaud chez vous, il tombe des cordes dehors, restez bien au chaud chez vous ». Donc des instructions formelles ont été données à la personne en question qui tout d'un coup déclara à 11h-5 que la météo allait considérablement s'améliorer, ce qui n'était pas vrai, de manière à envoyer les futurs adhérents dehors. Voilà comment s'est passée cette matinée historique. À quoi tient le destin d'un club? Mais écoutez, il était quoi, 10h du matin, je sortais de ma douche. J'étais branché sur Europe numéro 1, et qu'est-ce que j'entends? Pierre Bellemare qui demandait à tous les amateurs de football et qui désiraient un grand club à Paris de se présenter dans les différents lieux de rendez-vous. Pour moi, le 13e, c'était devant la mairie de mon arrondissement, où je me suis, dans la foulée, je suis parti évidemment, pris ma carte moyennant la somme de 25 francs. Michel Drucker, est-ce que Paris va enfin avoir son équipe professionnelle? Eh bien oui, mon cher Eugène Bollard, il semble que tous les Parisiens qui s'intéressent au football, et ils sont nombreux, aient répondu à l'appel qui leur avait été lancé la semaine dernière. Il fallait 10 000 associés au minimum pour que le Paris Football Club puisse démarrer sur des bases solides. Ce chiffre de 10 000 a été atteint ce soir et M. Guyot et Cressan sont très satisfaits, je crois. M. Guyot. En effet, depuis dimanche dernier, nous avons franchi une grande étape. Vous êtes 10 000 et les 10 000 que vous êtes, votre succès a dépassé nos espérances. Bien, alors à l'intention de ceux qui habitent la province, nos amis absents de Paris, et ceux de la grande banlieue que notre organisation imparfaite n'a pas pu toucher, trouveront demain dans l'équipe, dans France Soir, et après-demain dans France Football, oui, trouveront des bulletins. Mon éditorial du lendemain, intitulé « Naissance d'un club », commençait par ces mots: le Paris FC est d'ores et déjà le premier club de France. Les fondateurs du Paris Football Club viennent de réussir leur premier pari. Pourtant, ils ne vont avoir que peu de temps pour savourer leur succès. Une autre difficulté les attend, et elle est de taille. Guy Cressan, le vice-président du club, a un objectif ultra ambitieux en tête:
il veut que son équipe joue directement en première division. Or, pour évoluer dans l'élite du football, la règle est simple. Un club doit impérativement disposer d'un effectif complet, de plusieurs équipes de jeunes et d'un centre d'entraînement. Et pour l'instant, le PFC n'a rien de tout cela. Il n'a même pas un joueur. Une solution va alors s'imposer. Il faut fusionner avec un autre club, déjà existant, et ainsi être immédiatement homologué. L'idée séduit. Les dirigeants se lancent à la recherche d'un partenaire, dans la région et même au-delà. Rouen se propose, mais la fédération refuse cette union. Paris jette alors carrément son dévolu sur Sedan. Tout le monde soutient cette option. Il ne manque que l'accord des Sedanais. On parlait d'une fusion possible entre Sedan et le Paris Football Club. Une réunion importante a eu lieu hier soir à Sedan. Quelle est la réponse des dirigeants ardennais? C'est la question que nous avons posée à Marcel Beutza, notre correspondant. Oui aux Ardennes, non à Paris, c'est le titre ce matin des quotidiens de la région Champagne-Ardenne. L'inquiétude qui régnait dans les milieux sportifs ardennais en particulier a pris fin hier soir. En effet, après 2 heures de discussion, l'Assemblée générale a repoussé l'offre de fusion avec le Paris Football Club. C'est la catastrophe. Paris ne pourra pas jouer directement en première division. Le 22 avril, moins de 3 mois après la campagne d'adhésion triomphale, le journal L'Équipe titre « Le Paris FC, c'est fini ». Les dirigeants sont à 2 doigts de tout abandonner. Ils décident de réunir les représentants des associés, les fameux socios, pour leur annoncer la nouvelle. Et là, coup de théâtre. Les supporters refusent d'abandonner le projet et les convainquent de trouver un autre club avec lequel fusionner, fût-il en 2e division. Galvanisés par cet enthousiasme, les dirigeants vont rapidement se mettre en chasse. Leurs recherches vont les mener à une 20aine de kilomètres seulement de la capitale. Saint-Germain-en-Laye, berceau des rois de France, connu pour son château qui a vu naître Louis XIV et sa forêt. La ville a aussi le bon goût d'avoir un club amateur doté d'un stade, d'un centre d'entraînement et d'une équipe d'excellent niveau qui vient d'ailleurs de disputer un quart de finale de Coupe de France contre Marseille. Bref, tout ce qui manque au Paris FC pour exister. À cette époque, Michel Beillet est l'un des membres de l'équipe du Stade Saint-Germanois. Puisque à l'époque, Saint-Germain, pour pouvoir jouer en 3e division, avait des finances qui étaient très difficiles à trouver. Saint-Germain, c'est une ville très bourgeoise, mais qui n'a pas d'industrie, qui n'avait rien pour soutenir le club. Donc le président Patrel devait trouver du financement pour développer le club et le faire aller encore plus haut, puisque nous jouions en 3e division déjà depuis un certain nombre d'années. Ce rapprochement est d'autant plus naturel qu'Henri Patrel, le président du club de Saint-Germain, est également vice-président de la fédération. Il saisit tout l'intérêt d'une telle union. Et il le fait très vite comprendre à son équipe et à son entraîneur, Pierre Philippon. Un mariage, c'était un mariage, oui. Il y avait d'un côté les finances et de l'autre côté les installations. Voilà. Donc un bon mariage, puisque il y avait l'argent, mais où les joueurs s'entraîneraient. Donc ils s'entraîneraient à Saint-Germain. Henri Patrel, il est l'homme qui participe à l'organisation de la fusion avec le Paris Football Club. Et il est l'homme du protocole qui, le 10 juin 1970, lance de fait le Paris Saint-Germain Football Club. Supporter de la première heure, Daniel Germont a tout gardé du PSG, même les autocollants qui marquent le changement de nom. Et le Paris Football Club est devenu le Paris Saint-Germain Football Club. Le 31 juillet 1970, la fédération valide la fusion entre les deux clubs, donnant officiellement naissance au Paris Saint-Germain Football Club. Pour l'anecdote, le PSG récupère le numéro d'affiliation de Saint-Germain qu'il a toujours aujourd'hui et qui pourrait faire remonter son homologation à 1904.
Paris débutera en National, nom de la Ligue 2 à l'époque, et se donne 2 ans maximum pour monter en D1 et investir le nouveau Parc des Princes. Il faut désormais bâtir une équipe. Le club dispose de l'effectif amateur de Saint-Germain. Un groupe performant, mais qu'il faut renforcer avec des professionnels. Les dirigeants ont une conviction, il leur faut un grand nom. Un joueur célèbre qui fera le pari du PSG et entraînera les autres dans son sillage. Ce joueur, c'est Jean-Claude Bras, attaquant de l'équipe de France. Il joue alors en Belgique, mais veut rentrer en France. C'est l'occasion. D'abord, une rencontre exceptionnelle avec Guy Crescent, qui était venu me voir à l'issue d'un match de l'équipe de France, quelques mois avant que je n'arrive effectivement. Et j'étais à l'époque joueur du Royal Football Club liégeois en Belgique, après avoir fait Valenciennes et ayant démarré au Red Star. Je suis venu, j'ai même pas négocié mon salaire, et j'ai commencé à sa demande sur le recrutement. Philippe Tournon avait fait dans l'équipe, dans le journal d'équipe, un article disant voilà, et donc j'étais le booster en tant qu'international bien sûr, etc. Et j'ai participé au recrutement. Jean-Claude Bras, qui fut l'ailier gauche de l'équipe de France et qui voudrait bien le redevenir. Roland Mitterrage, qui a échappé lui aussi à la température. Et bien sûr ici, Jean Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France. Jean Djorkaeff, après Lyon, après Marseille, vous revenez avec le Paris Saint-Germain Football Club. J'ai appelé Tchouki, je suis allé même faire signer le contrat à Roland Mitterrage. Et il y avait 6 professionnels donc, qui sont venus. Le plus beau coup à n'en pas douter, c'est lui, Jean Djorkaeff, dit Tchouki, alors capitaine de l'équipe de France et de l'OM. 46 ans plus tard, sur le banc de touche flambant neuf du Parc des Princes, il mesure encore l'ampleur du défi qu'il relevait. Malgré tout, moi, je prenais un risque terrible, c'est-à-dire que j'étais en équipe de France, c'est mieux donc. Hein, et le fait de descendre, c'est mieux donc en national, puisqu'à l'époque c'était le national, donc. Hein, forcément, j'allais peut-être pas perdre ma place en équipe de France. Donc c'était aussi problématique. Même si j'avais 30 ans, et bon, j'avais quand même espoir de jouer encore quelques années en équipe de France. Donc je pense que c'était un pari formidable. Le PSG a désormais ses professionnels. Se pose alors une question. Vont-ils s'entendre avec de simples joueurs amateurs? Parmi eux, il y avait Michel Prost, qui travaillait le jour et s'entraînait le soir avec les pros. Je pense que les dirigeants du club, à l'époque, Guy Crescent, Henri Patrel, choisissaient les joueurs, je parle des professionnels, hein, les amateurs, il y avait l'équipe qu'il y avait, par leur qualité sportive, mais aussi leur mentalité. Et je pense que les gars qui sont venus les 3 premiers, ils avaient une mentalité exemplaire. On se titillait un peu à l'entraînement sur les épreuves physiques. Les amateurs voulant montrer aux professionnels qu'ils étaient presque plus forts physiquement que les professionnels. Je me souviens d'un entraînement dans la forêt de Saint-Germain où, entre nous, on avait décidé de semer les pros. Et puis, comme ils ne connaissaient pas encore très bien la forêt de Saint-Germain, ça avait été une petite aventure assez drôle. La première saison, ça a été un miracle. Mais dû d'ailleurs par l'ambiance formidable, où tout le monde y a participé d'ailleurs, hein, que ce soit les dirigeants, on va dire, parisiens, que ce soit Henri Patrel. Les joueurs, la magie, ça a été les joueurs qui se sont aimés, j'ose le dire. Parce que vous savez, même aujourd'hui, même ceux qui jouent aujourd'hui au PSG, s'ils ne s'aiment pas, ça ne joue pas bien. Hein. C'est une dimension, quels que soient les salaires, quel que soit le star system, quelle que soit la pression médiatique qui est aujourd'hui énorme. Si les gens ne s'aiment pas, si les joueurs ne s'aiment pas sur un terrain, ça joue moins bien. Le terrain, ça ne trompe pas. Je m'aperçois que même des joueurs professionnels qui ont eu des longues carrières après citent toujours cette année-là, en 2e division, et donc font toujours référence à l'ambiance et à la réussite du démarrage de ce projet, quoi. Dans un maillot rouge, orné d'un blason intégrant le bateau emblème de la ville de Paris, le PSG est fin prêt à débuter la saison. Il est prévu que les matchs à domicile se jouent en alternance au stade Jean-Bouin, jouxtant le Parc des Princes, et au Camp des Loges, à Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain, à gauche en maillot sombre, était au complet cet après-midi pour son premier match officiel. Le premier match officiel, commenté par un certain Michel Denisot, et premier but de l'histoire du club, signé Bernard Guignedou. C'était un début de championnat. Il fallait absolument bien démarrer. Et donc c'est un coup franc à 17 mètres, en gros, entre 17 et 20, et puis une frappe tendue. Une égalisation amplement méritée, le tir de Guignedou a été dévié par un défenseur. Delumeau, excellent jusque-là, est battu. En fin de match, le Stade Poitvin. Et voici des images exceptionnelles. Le premier match filmé en couleur du PSG. Nous sommes au camp des loges. C'est un supporter de la première heure qui tourne avec sa caméra Super 8. Paris reçoit Caen et joue en blanc, car à cette époque, à l'instar des équipes de rugby, c'est le club qui reçoit qui doit changer ses couleurs. On reconnaît les internationaux Jean Djorkaeff et Jean-Claude Bras, mais aussi Michel Prost, Bernard Guignedou et Jean-Louis Brost. À l'image de cette rencontre remportée 2-0, cette première saison est un triomphe pour le PSG. Il atteint son objectif, la montée en D1, en un an seulement. Championnat national, vous savez que le premier de chaque groupe doit monter la saison prochaine en première division. Il reste encore une journée. Nous connaissons 2 des 3 clubs qui accéderont à la première division, Monaco et Paris Saint-Germain. La première année, on monte, vous voyez, donc attendez, c'est quand même formidable. Même si c'était que le national, mais équivalent de la Ligue 2. Mais malgré tout, bon, on a fait comme d'entrée des très bons résultats. Mais donc, hein. Parmi les supporters de la première heure, le chanteur Enrico Macias garde un souvenir ému de la période. Vous imaginez pas la fête que ça a été. PSG en Division 1, c'était quelque chose d'inouï. Une équipe dans l'élite. Un stade ultramoderne, le nouveau parc, bientôt disponible. Guy Crescent se sent pousser des ailes. Il faut que Paris débute la saison 71-72 en faisant un coup retentissant. Celui qui est devenu président du PSG va donc se mettre à échafauder un nouveau plan. C'est une rumeur venue d'Amérique du Sud qui va enflammer les dirigeants parisiens et leur donner une idée folle. Faire venir à Paris un champion du monde, et pas n'importe lequel, le meilleur joueur de la planète. Rien de moins. Un épisode qu'a bien suivi Gérard Ernaud, alors jeune journaliste sportif. Au mois de juin 71, Zacour, un intermédiaire brésilien d'influence et de renom à cette époque, laisse entendre aux dirigeants français que le FC Santos, le club de Pelé, qui se trouve en difficulté financière, entend se séparer de Pelé pour recruter 2 ou 3 grands joueurs brésiliens. L'information laisse tout le monde un petit peu incrédule, et en particulier Guy Crescent. Et puis Guy Crescent, il est assez don quichotesque. Et il se dit qu'il y a quelque chose à tenter, alors que Patrel ne le pense pas du tout. Et il décide de prendre l'avion pour Rio et aller rencontrer les dirigeants de Santos. Et en partant, Guy Crescent aime les mots, et quelquefois les mots un peu grandiloquents. Et il s'en va, et en prenant l'avion, il dit « J'espère ramener une autre Tour Eiffel à Paris ». Donc il part au Brésil. En chemin, il a changé de stratégie. La stratégie consistant à acheter Pelé ne semble plus du tout réaliste, elle coûte trop cher. Les premiers chiffres qui ont circulé sur une présence de Pelé à Paris, un salaire de Pelé à Paris, étaient de l'ordre de 1 200 000 francs par année. 1 200 000 francs, c'est beaucoup trop pour Paris. Pourtant, il en faut davantage pour décourager Guy Crescent, qui imagine un montage financier absolument révolutionnaire pour faire quand même venir Pelé, le prêt de joueurs avec redevance. Néanmoins, Crescent se déplace, rencontre les dirigeants de Santos et leur propose un plan en 3 points.
Et il s'agit cette fois non plus d'un plan d'achat, mais d'un plan de prêt. Son premier argument auprès des dirigeants de Santos, c'est de dire la valeur sportive et commerciale de Pelé décline, c'est le moment de la céder. Deuxièmement, son idée est de dire la présence de Pelé à Paris entraînera le fait qu'il jouera 60 matchs par année, dont 40 à domicile. Ces 40 matchs à domicile entraîneront la présence de 33 000 spectateurs. Donc le chiffre était précis. Je ne sais pas sur quoi il reposait, certainement sur des études marketing. 33 000 spectateurs à Paris. Il évalue la recette et il propose à l'entité Pelé-Santos de retourner 40% de cette recette. Santos demeurant propriétaire de Pelé et donc lui versant son salaire. Et puis le troisième facteur, c'est un contrat de 3 ans. Donc si vous voulez, il s'agit d'une sorte de location-prêt de Pelé que propose Cressan directement au dirigeant Santos. Et il revient du Brésil très, très content. Monsieur Guy Cressan, vous arrivez à l'instant de Sao Paulo. Oui. Alors, une question, une seule. Bonne ou mauvaise nouvelle? Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je suis à peu près certain que Pelé sera des nôtres au mois de mai prochain. Son club, ses dirigeants et lui-même, maintenant qu'ils connaissent l'essentiel de notre proposition, non seulement parfaitement assimilées et comprises, mais encore sont très intéressés. Il demeure des problèmes de forme, en particulier sur les questions de contrat de publicité, mais le problème de fond n'est plus à mettre en cause. Il revient du Brésil très, très content et presque très sûr de lui. Et ils disent que cette option de location-prêt de Pelé a paru complètement révolutionnaire à mes interlocuteurs. Il n'est pas impossible que Pelé nous rejoigne dès le début de la saison prochaine. On est au mois de juin, le début de la saison prochaine, c'est dans 2 mois. Mais, ajoute-t-il, il est plus probable que nous l'aurons à l'inauguration du nouveau stade du Parc des Princes, c'est-à-dire 8 ou 9 mois après. On a parlé récemment de votre venue en France pour jouer au Paris Saint-Germain. Était-ce sérieux? Effectivement, il y a eu des contacts entre les dirigeants parisiens et moi-même. Ils m'ont invité en cette occasion à porter les couleurs de leur club. Mais mon contrat avec Santos n'était pas terminé et j'ai toujours exprimé le désir d'achever ma carrière à Santos, le seul club que j'ai connu. 1 mois et demi environ après sa visite au Brésil, Pelé fait une déclaration à la télévision brésilienne indiquant qu'il va rester à Santos. Et ce qu'il s'est passé entre-temps ou simultanément avec la visite de Guy Cressan au dirigeant de Santos, c'est une sollicitation venue des États-Unis pour une tournée de Santos extrêmement juteuse aux États-Unis qui va permettre très probablement et très provisoirement de renflouer les caisses de Santos. Donc Pelé ne viendra pas à Paris en 1971, ni en 72, ni jamais d'ailleurs. En revanche, il ira bien aux États-Unis et il jouera un certain nombre d'années pour le Cosmos de New York. Cet été-là, les supporters ne verront donc pas Pelé sous le maillot du PSG, mais auront le droit à leur premier hymne, signé par la nouvelle marraine du club, Annie Cordy. Allez, allez, Paris, ton équipe est la plus forte. En avant les gars de porte, tous dans un seul cri. Allez, c'est pas... Merci Annie. Le moment de se frotter à la première division est donc venu. Le club jouera dans les 2 stades de Saint-Ouen et de Colombes. Il recrute une dizaine de nouveaux joueurs. L'anglais Derrick, Allais, Delumeau, Orlaville, Léandri, mais surtout Rostagni, Leonetti, Arribas, Solas et un Brésilien coéquipier de Pelé à Santos, Joël Camargo. Le championnat démarre en beauté. Il y a eu un apport très important de joueurs nouveaux, notamment qui étaient issus de l'équipe de France amateur. Et ça a démarré, on a démarré comme un boulet de canon. Et on se disait, mais on va quand même pas finir champion, mais pourquoi pas? On a été très longtemps d'ailleurs dans les 3 premiers, etc. Et puis, après, la réalité est apparue. La réalité, c'est que l'équipe a du mal à tenir le rythme de la D1 sur la durée.
À l'image de ce PSG Saint-Étienne qui voit la défaite des Parisiens sur leur terrain, la deuxième partie de la saison se passe mal. Le club plonge dans les profondeurs du classement. L'effectif est fatigué. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que sur le terrain que le club a des soucis. En effet, les dirigeants ont reçu une lettre de la mairie de Paris qui a tous les aspects d'un ultimatum. Dans ce courrier que voici, la mairie, qui a accordé une subvention de 500 000 francs au club, envisage de supprimer cette aide vitale si le PSG ne change pas de nom et n'abandonne pas l'appellation Saint-Germain. Menace supplémentaire, sans cette modification, pas d'accès au nouveau Parc des Princes de 50 000 places. Une intense querelle commence. On ne parle pas de Milan sans sirop, mais on parle de Milan. Et c'est pourquoi nous pensons que le titre de Paris Football Club est tout de même une étiquette beaucoup plus importante que Paris Saint-Germain. Et d'autre part, je dois vous rappeler que la ville de Paris a pris cette disposition pour éviter que des clubs de banlieue se mariant avec des clubs de Paris puissent obtenir eux aussi des subventions de la ville de Paris. La ville de Paris refuse à Saint-Germain de voir son nom figurer, même par ses seules initiales, dans le sigle de l'équipe Fagnon. C'est un problème moral. Je laisse de côté l'aspect financier. Nous n'avons pas démérité. Saint-Germain a été associé et il a fallu Saint-Germain pour que Paris ait une équipe en première division. Nous refusons, quant à nous, de nous laisser balayer. Si on nous balaye, au revoir. En quelques semaines, le climat se tend au sein du club. Deux camps s'affrontent, ceux qui, avec Guy Crescent, veulent abandonner Saint-Germain, garder la subvention et le nouveau stade, et ceux qui, derrière Henri Patrel, devenu président en décembre 71, refusent de céder. Cette tension va connaître son paroxysme le 10 mai 1972. Ces images racontent un moment exceptionnel de la vie du club. Ce soir-là, une assemblée générale extraordinaire se tient à l'hôtel Méridien à Paris. Les socios, les supporters associés, sont appelés à voter. Le choix est simple. Le oui pour garder la subvention, le non pour garder Saint-Germain. À l'issue du vote, le président Patrel annonce les résultats. Majorité des 2/3, 617. Ont exprimé le oui, 623. La majorité des 2/3 ayant été requise, c'est donc le oui qui l'emporte et le conseil d'administration se réunira pour donner la suite à cette assemblée générale. Ainsi donc, l'Assemblée s'était prononcée pour la subvention du Conseil de Paris, donc pour la création d'un nouveau club, le Paris Football Club. Supporters et opposants manifestaient bruyamment, mais 20 minutes plus tard, coup de théâtre, on avait repointé les résultats et M. Patrel venait annoncer la rectification du vote. Les 2/3 de 939, ça ne fait pas 617, mais 626. Les oui 623 et les non 316. Il n'y a donc pas le quorum des 2/3. Pour 3 voix donc, tout était remis en cause. Paris Saint-Germain restait Paris Saint-Germain et Jean Philibert demandait à M. Guy Crescent, président d'honneur, de tirer les conclusions de cette soirée agitée. Donc, quelle sera la suite? Écoutez, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, cela prouvait certainement surabondamment qu'il existe une profonde division d'opinion dans le club. Ça, c'est certain. Notre secteur a décidé de voter contre ce chantage et de voter pour Saint-Germain. Parce que moi, c'est toujours Paris Football Club, encore aujourd'hui d'ailleurs même. Et à partir de là, j'ai continué à suivre les matchs du Paris Football Club. Après cette assemblée générale houleuse, et malgré le résultat du vote, les deux camps vont vite s'avérer inconciliables. La rupture, inévitable, est rapidement consommée. Il y avait dans les statuts de création et d'accord de partenariat avec Saint-Germain, un article particulier qui faisait que
Paris, enfin le côté parisien, ville de Paris, pouvait demander à ce que la partie Paris FC reprenne son nom et que le nom de Saint-Germain disparaisse. Nous sommes réunis en conseil d'administration et je pense que nous allons vers, disons, une séparation amiable. Donc vous gardez votre écusson de Paris Saint-Germain, si je comprends bien, et il y aura un club professionnel qui sera le Paris Football Club. Le Paris Football Club sera un club essentiellement professionnel et le Paris Saint-Germain Football Club sera un club qui sera essentiellement amateur avec ses équipes de jeunes et qui restera, disons, à Saint-Germain. Et ça a été terrible. Et je dirais même que certains joueurs, comme mon ami Michel, Prost, Bernard Guindou, étaient très tristes parce que tous aimaient Henri Patrel. Ça a été un épisode un petit peu douloureux, ça. Le 20 juin 1972, c'est le divorce. Le Paris Football Club reprend son nom, garde les joueurs pros et le Parc des Princes. Le PSG retourne à Saint-Germain avec les amateurs. Et au passage, crée un nouveau logo. Signe que le club ne renonce pas à sa dimension parisienne, la Tour Eiffel y surmonte le berceau des rois de France et la fleur de lys, symbole de Saint-Germain-en-Laye. Au départ, nous avons voulu ça. Tout le monde était d'accord. Ça n'a pas été possible. Donc, nous avons eu... On a eu ça. Voilà, avec la preuve, avec ces fameux programmes de cette époque. Ensuite, après, il y a eu la scission. Il y a eu ça, PSG, et PFC, de son côté, c'était donc en 1972. Écœuré, Henri Patrel se retire sous sa tente à Saint-Germain, mais, le stade Saint-Germainois reste le Paris Saint-Germain. Il reste le Paris Saint-Germain. Le club garde toujours son siège social à Paris. Le club garde toujours l'usage, s'il le souhaite, du stade Jean-Bouin. C'est-à-dire qu'une porte demeure ouverte à un autre projet qui pourrait naître et qui effectivement va naître. Et là, le président Patrel nous dit, bon, on va quand même continuer, on prend l'entraîneur Vico, qui était un des deux entraîneurs, et puis on va repartir en CFA. Et là, on repart en CFA et sous l'appellation Paris Saint-Germain. C'est donc bien la scission. Donc le Paris Saint-Germain a fait deuxième division, première division, et redescend en CFA. Le PSG retrouve donc la 3e division. Il faut tout reconstruire, à commencer par une équipe. Elle est confiée à Robert Vico, qui entraînait les jeunes. Il a une mission, retrouver rapidement la D2. J'avais l'ambition, en entraînant l'équipe première, de remonter, d'avoir des bons résultats. Monsieur Patrel avait fait un effort pour aller chercher Laposte, André. Donc on arrivait petit à petit à former une ossature. Il y avait Béréo, il y avait Bélier, des anciens joueurs, Choquet. Et tout ça m'a incité à Prost, et tout ça m'a incité à rester. On pensait qu'on était vraiment reparti à Saint-Germain-en-Laye, là-bas, pour quelques années en CFA, avec des petits moyens, parce que financièrement, c'était difficile. Je dois même dire qu'en plus, l'ambiance était tellement exceptionnelle que les derniers mois, on n'était pas payé du tout. Enfin, pas payé, c'était les primes d'hommage, etc., etc. C'était vraiment une situation financière très difficile, et malgré tout, il y a une bonne ambiance. L'entraîneur était proche des joueurs, enfin, on est resté solidaires. Cet esprit de corps va une nouvelle fois sauver le club. Le PSG enchaîne les victoires et se retrouve très vite en lice pour le titre face à Quevilly. Les deux équipes sont pendant de longues semaines au coude à coude jusqu'à une rencontre au sommet le 4 février 1973. Le PSG reçoit Quevilly. Le championnat se joue sur ce match. Et l'entraîneur ne le cache pas. Donc, pas de pronostic pour Paris Saint-Germain-Quevilly dimanche prochain. C'est-à-dire qu'on va se présenter pour le gagner. Le pronostic, je crois qu'il est tout fait. On doit le gagner si on veut avoir des prétentions de pouvoir monter. Les espoirs des Parisiens sont hélas rapidement douchés. Sur leur terrain, les hommes de Robert Vico, en rouge, s'inclinent 3-1. Le titre et les rêves de retour en D2 s'envolent. Quevilly gagne le championnat. Et pourtant, c'est du côté du PSG que la Providence va pencher. Puis on a eu ce coup de peau, en effet, ce petit signe de
du destin qui fait que Quevilly refuse la montée. Nouveau rebondissement. Les dirigeants de Quevilly estiment ne pas pouvoir payer la rénovation de leur stade pour être aux normes de la 2e division. Ils décident de renoncer à la montée. C'est le PSG qui en profite. Les deux présidents étaient de bons amis. Hein. C'était le président Lozaille, un industriel à Quevilly, et le président Patrel. Donc je ne dis pas que ça facilitait les choses, pas du tout, mais je pense qu'ils étaient vraiment très proches et que je pense que Lozaille était content que ça soit Patrel qui puisse profiter de la place en Ligue 2, quoi, nationale. Un petit miracle, certes, mais qui va avoir une incidence financière. Car qui dit 2e division dit dépenses supplémentaires. Malheureusement, à l'image de ce déplacement à Cherbourg, le club est mal en point financièrement. 350 000 francs de déficit. Joueurs, dirigeants et supporters ont beau fêter la fin de saison lors de barbecues conviviaux, il faut trouver de l'argent frais et vite. Cela tombe bien. À cette époque, un jeune homme fortuné cherche justement à investir dans le football. Ah, là, bien sûr, on est loin des terrains de foot. Ici, c'est plutôt podium, mannequin et crépitement de flash. Et cet homme qui s'intéresse au PSG, c'est le couturier Daniel Echter. Il a 35 ans et a révolutionné la mode en créant entre autres le sportswear. Il a beaucoup d'argent, a joué au Racing lorsqu'il était jeune et il veut reprendre un club. Le couturier a déjà approché le PFC et le Red Star, en vain. Un jour, il croise un de ses amis qui lui fait une proposition. Francis Borrelli, avec lequel je jouais au football, nous jouions dans la même équipe à l'époque de seniors. Mais moi, j'étais le plus jeune, mais bon, je jouais avec eux quand même. Et je l'ai rencontré dans la rue. Ses bureaux n'étaient pas très loin de mon studio. Et il me dit, j'ai vu que tu montais un club de football, on est avec toi. Et il m'a dit, j'ai 1 ou 2 amis qui sont prêts à rentrer aussi. Jean-Paul Belmondo, qui était le meilleur ami de Jackie Bloch, qui a été la véritable cheville ouvrière du Paris Saint-Germain, qui a réuni tout ce monde-là, nous a rejoints aussi. Donc, Jackie Bloch connaissait bien le président de Patrel, et il nous a dit, écoutez, il y a un club très sympathique qui est Saint-Germain, c'est peut-être un club à jouer. Ils ont servi de support au Paris Football Club. Et puis voilà. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M. Patrel, que je ne connaissais pas, je lui ai dit qui j'étais, il était un peu surpris de m'avoir au téléphone, et on a pris rendez-vous, et puis j'ai dit voilà, on est avec un groupe d'amis, et on est prêt à monter un club pour jouer en première division. Le 15 juin 1973, le couturier signe un accord avec Henri Patrel lors d'un dîner au restaurant. Dîner auquel participe Jean-Paul Belmondo, ici avec l'entraîneur Robert Vico. Le lendemain, le PSG doit jouer la finale de la Coupe de Paris. Quand on a joué la finale de la Coupe de Paris, c'est là que M. Patrel nous a annoncé qu'on allait avoir une grande surprise si on gagnait. Et il gagne. Michel Beillet se souvient encore de sa surprise lorsqu'il a vu débarquer dans les vestiaires celui qui allait devenir leur nouveau directeur sportif. C'est Juste Fontaine que l'on a vu rentrer dans les vestiaires en premier. Alors vous parlez d'une surprise parce que c'était quand même meilleur buteur de la Coupe du Monde 58. Pour nous, c'était un peu une idole déjà. Hein. Et puis Daniel Echter, que personnellement on connaissait, on savait que c'était un grand couturier, mais on ne connaissait pas plus que ça. Et puis Jean-Paul Belmondo, Tallard, qui était quand même assez connu dans le milieu du spectacle. Et puis Borrelli, bien entendu, qui était un homme très sympathique, très vivant. Donc ça a été, oui, ça a été une euphorie extraordinaire. Oui. On voit débarquer Juste Fontaine avec M. Echter, qui viennent nous voir jouer et qui nous font savoir qu'ils sont intéressés par la reprise du club, en accord avec M. Patrel. Donc pour nous, à nouveau, certains, l'aventure va pouvoir recommencer. M. Patrel prend la parole pour nous annoncer pourquoi ces gens-là étaient dans nos vestiaires.
Et puis les projets de Daniel Echter. Et Daniel Echter a pris la parole, nous a promis de belles choses, ce qui sont avérées exactes. Et puis voilà. La deuxième version du Paris Saint-Germain est née ce jour-là pour perdurer. Malgré tout cela, Daniel Echter va mettre du temps avant de se faire pleinement accepter par la population de Saint-Germain, encore traumatisée par l'expérience avortée avec Paris. C'est un petit club amateur qui joue en 3e division et qui a du mal à s'en sortir, comme la plupart des clubs amateurs. C'est difficile. Mais un très bon état d'esprit et un club sympathique. Avec une grosse difficulté, c'est que les dirigeants saint-germanois, pas Patrel, mais tous les autres dirigeants, tous ceux qui faisaient partie du conseil d'administration, avaient une méfiance carrément, je dirais, anti-parisianiste. Donc je me suis engagé, j'ai signé des accords comme quoi je m'engageais à ce que ni moi ni mes successeurs ne changeraient jamais le nom du club, qu'on garderait les couleurs, etc., etc. Donc j'ai quand même eu plus d'un an et demi à me faire adopter par les Saint-Germanois, qui ont vraiment compris à un moment que c'était mon bébé, que c'est moi qui portais ce club et que j'avais fait les sacrifices et les efforts suffisants. Supporters, dirigeants, les quelques supporters, parce qu'on avait 125 supporters au départ, et pas plus, ceux qui venaient au stade voir l'entraînement, et les staff techniques tout ça vivait en parfaite symbiose. Il y avait une ambition, c'était ce qu'on appelle une vraie histoire d'homme. Comme dans un film. Une histoire d'homme, certes, mais aussi d'argent. Daniel Echter comble le déficit, fait venir de nouveaux joueurs professionnels et, évolution majeure dans le football français pour l'époque, va se mettre à gérer le club comme une entreprise commerciale. Le PSG change de dimension. Si vous voulez mieux, ça a été la locomotive, la première locomotive du merveilleux train du parcours de Paris Saint-Germain. Et ça a été le début d'une nouvelle ère du football. Ça, c'est un ressentiment personnel, mais je pense que l'arrivée de Daniel Echter a changé toutes les mentalités dans le football français, même voire plus loin. Plus professionnel, plus riche, mieux organisé, voilà le PSG sur une nouvelle voie. Mais par où a-t-il fallu en passer pour en arriver là? Avec le recul, ces 4 années tumultueuses symbolisent à elles seules les affres du football parisien. Pour moi, Paris Saint-Germain, c'est quand même l'anomalie parisienne. Une anomalie parisienne. Comment faut-il en passer par autant de cheminements, d'étapes, de fusions, de compromis pour enraciner dans une grande capitale européenne un club de football français viable, alors que de multiples autres capitales européennes ont souvent 2 clubs, voire davantage à Londres, qui ne se contentent pas de vivre, mais qui sont performants. Donc pour moi, c'est l'image d'une anomalie française.